Courcelles, chaque coin de rue révèle une nouvelle facette de cette ville captivante. Découvrir son riche patrimoine, ses parcs verdoyants, ses boutiques locales et plonger dans l'atmosphère chaleureuse de cette charmante destination. Bienvenue à Courcelles où l'histoire rencontre la modernité. La Posterie, lieu emblématique dédié à la culture, est installée dans un bâtiment remarquable au cœur de la ville. Découvrez les coups de cœur de l'artiste et chroniqueur courcellois Michel Meuret qui nous emmène du côté du Petit Courcelles. Et enfin, plongeons dans l'univers historique et bucolique du château de Trasny, un joyau préservé et restauré. Situé au cœur de la cité courcelloise, le centre culturel de la Posterie est un lieu emblématique dédié à l'art, à la culture et aux échanges. Dotée d'une architecture remarquable, la Posterie est installée dans un ancien relais des postes. Dans ce lieu aux multiples facettes artistiques et aux abords soigneusement aménagés, nous rencontrons une des chevilles ouvrières de cette institution. Bonjour Marc Leclé. Bonjour Christophe. Merci de nous recevoir ici dans cette belle cour intérieure de la Posterie, centre culturel de Courcelles, par ce beau temps estival. Et c'est vrai que le centre culturel existe depuis bien plus longtemps que les années 80. C'était au moment de l'inauguration, mais avant vous étiez à un autre endroit. Oui, bien sûr, on était à Gouy-les-Piétons. Donc moi je suis arrivé en 1980. Et avant ça, il existait également. Et il était fondé en 1967, donc à Trasny. Et c'est lors de la fusion des communes que finalement il est devenu le foyer culturel de Courcelles. Et puis on l'a renommé la Posterie Centre culturel lors de notre venue ici en 1987. C'était la toute grande foule samedi à Courcelles pour l'inauguration du centre culturel La Posterie. Il faut dire que les animations ne manquaient pas, fruits des recherches archéologiques, côtoyaient documents sur l'Europe, livres pour enfants, poupées, plantes et bibelots en tout genre. Ce fut aussi l'occasion de nombreux discours ponctués de l'hymne européen. Avoir un centre culturel pour une commune de la région de Charleroi qui est une des communes les plus importantes aussi, c'est vrai que c'est important. Et comment? Parce que nous avons évidemment plusieurs missions. Le centre de nos missions, bien sûr, tourne autour de la culture, mais aussi de la socioculture. Parce qu'au travers de la culture, nous avons également une contribution à la vie sociale, à la vie communautaire, au développement de la commune. Il y a aussi un côté pédagogique, didactique, il y a l'école des devoirs, ça bouge tout le temps. Voilà, on est vraiment en appui, en très fort appui aux familles également. Donc on a un programme reconnu par l'ONE. Donc ça c'est atypique dans les centres culturels, généralement on ne voit pas ça. Alors le lieu, qui est une ancienne ferme, ici, se prête bien justement à cette multitude d'activités. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des activités intérieures, il y a beaucoup d'activités à l'extérieur. Il y a les jardins que vous exploitez aussi assez bien. De quelle manière? Mais écoutez, en fait, c'est vrai que nous sommes aussi, nous ne sommes pas classés, mais le patrimoine naturel pour nous est quelque chose de vraiment très important. Depuis que nous sommes ici d'ailleurs, nous avions un espace de plus d'1 hectare derrière. Et donc on en a fait un lieu de biodiversité, de formation, d'accueil de jeunes. On a créé également un local éco-passif. Donc on est vraiment, mais déjà depuis une vingtaine d'années, ce n'est pas un phénomène de mode chez nous, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et alors également avec une approche également de la cuisine et également on fait souvent des ateliers de gastronomie sauvage. On appelle ça la gastronomie sauvage, c'est-à-dire utiliser les plantes sauvages, utiliser les aromates et faire en sorte d'échapper le plus possible au fast-food et que nos enfants qui viennent ici aient la meilleure nourriture possible, la plus naturelle possible. Au fond, le projet d'ici, c'est un ensemble qui a été une étude pour maintenir exactement ce qui était d'origine, au point de vue ferme. Nous avons, au fond, rien apporté de nouveau. Nous avons restauré ce qui était. Nous avons essayé de sauver le maximum. Travail scrupuleux donc de restauration, mais aussi quelques aménagements intérieurs pour transformer en locaux utilisables tout l'espace disponible. Des écuries au Fenil en passant par la Grange. La Grange qui, avec son étage, offre au centre culturel une très belle salle de spectacle. C'est un lieu polyvalent qui nous permet de réaliser des spectacles d'abord, surtout adaptés pour les spectacles de chansons françaises, pour les cabarets-théâtres, pour les concerts de jazz, les concerts de rock également. Et d'une part donc cette fonction spectacle, mais aussi la fonction exposition. Le centre a été très bien conçu pour pouvoir accueillir de grosses expositions. Et donc fonction spectacle, fonction exposition,
conférences et séminaires également. Nous avons une petite salle de séminaire. On compte bien donc organiser des colloques, des rencontres, mettre le centre à la disposition de groupes en tout genre, universités, groupes syndicaux, groupes d'entreprises, et essayer vraiment d'en faire un pôle de développement local par des rencontres, des séminaires, des colloques en tout genre. Marc Leclé, on se retrouve ici dans cet endroit symbolique de la posterie, la mezzanine qui sert aussi d'espace d'exposition. C'est vrai que c'est un lieu qui continue de vivre régulièrement. Ce n'est évidemment pas le seul lieu qu'on occupe dans la commune, mais c'est quand même le lieu principal. Et il est parfaitement adapté à ce que nous faisons, c'est-à-dire la rencontre de publics pas trop nombreux, mais qui vont accueillir facilement jusqu'à 100 personnes ici. Et donc dans l'espace d'exposition ici, il arrive qu'il y ait 200 personnes également. Donc on essaye de balayer un peu toutes les activités culturelles possibles et imaginables. Donc dans le théâtre, dans la musique, dans tous les genres de musique, donc dans la chanson, dans le cinéma, on essaie d'être le plus ouvert possible et avec un public très varié également. Et si on veut citer un exemple d'un projet qui va se concrétiser bientôt ici? Alors on a une grosse opération culturelle au mois de septembre, toute la deuxième quinzaine de septembre. Et le thème, c'est celui des perceptions territoriales. Comment les artistes perçoivent leur territoire de vie. Et donc c'est ouvert à des artistes professionnels dans différents genres d'expression. Il y a de la peinture, mais il y a aussi de l'art pauvre, il y a des photographes. On va travailler aussi sur la réalité augmentée. Donc on va probablement faire aussi un peu de mapping, toutes les techniques actuelles, parce qu'on essaie aussi de dépasser un peu un certain conservatisme dans l'organisation des expos locales telles qu'on le voit d'habitude. Alors on essaie aussi de mélanger les arts plastiques avec la musique. Par exemple sur les perceptions territoriales, eh bien, comme on a un club de jazz, mais le club de jazz va être associé aussi à cette activité et on va présenter donc tout un travail d'un saxophoniste de jazz qui s'appelle Pierre Vaiana. Et c'est comment il ressent son pays, sa région, la Sicile, et donc toute son œuvre, toute l'œuvre qu'il va nous présenter va être imprégnée de sa culture sicilienne, par exemple. Alors vous, Marc Leclé, question plus personnelle, mais qu'est-ce qui fait que depuis toutes ces années, puisque vous avez été une des chevilles ouvrières et vous êtes là depuis le début, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, en 2023, vous êtes toujours autant passionné par ce lieu et par tous ces outils que vous mettez en place? Qu'est-ce qui fait que le feu sacré est toujours là? Oui, parce qu'il y a une âme derrière. Et donc un esprit que j'ai toujours eu. Donc déjà à l'université, j'étais vraiment avec ce souhait de m'orienter vers une profession de ce type. Et en sortant de l'université, j'ai commencé tout de suite à tenir des maisons de jeunes. Et donc ce feu sacré, je l'ai toujours en moi aujourd'hui. Et aussi un amour de mon équipe également, parce qu'on fait travailler 25 personnes. La plupart sont des animateurs. Et donc il y a toute cette équipe qui est là, tous nos partenaires également. Donc c'est extrêmement vivant. Et puis encore une fois, je le signale, nous avons un très bon partenariat avec la commune, ça joue beaucoup aussi parce qu'on a là des moyens complémentaires qu'on n'aurait pas si on était isolé. Et puis il faut de la sensibilité, il faut de l'imaginaire, il faut de l'affectivité, mais aussi un sens de l'organisation. Et voilà, donc la motivation est toujours là, mais on va bientôt passer le relais évidemment à des plus jeunes qu'on est en train de préparer donc, à nous remplacer. C'est au cœur du Petit Courcelles que nous rencontrons Michel Meuret. L'histoire avec un grand H est l'une de ses passions, mais il a plus d'une corde à son arc. Comédien, metteur en scène, chroniqueur et membre de la Société de langue et littérature wallonne, tant de casquettes qui font de ce Courcellois une personnalité haute en couleurs. De formation, je suis enseignant et j'ai donc fait toute une carrière comme professeur d'histoire, ce qui peut expliquer que je me sois toujours intéressé à l'histoire de mon village, Courcelles. L'essentiel de mes activités sont concentrées sur l'histoire et sur le wallon. Si je vous emmène ici à l'église du Petit Courcelles, ce n'est pas un bâtiment sur le plan architectural qui est particulièrement remarquable, mais ce qui est important, c'est qu'il est situé à l'endroit où était le centre existentiel de Courcelles au début de son existence. Donc tout s'est toujours passé ici au Petit Courcelles. L'église n'a fait que remplacer un bâtiment qui existait depuis bien longtemps. Et la première maison communale a été bâtie en fait sur le côté de l'église.
juste à côté, nous avons la maison du Sabotier, qui est une des plus vieilles maisons du Petit Courcelles, sinon de Courcelles, puisque nous n'avons pas de documents précis, mais on peut la dater de fin 18e, début du 19e siècle. Ça n'a pas toujours été un bâtiment tel qu'on le voit maintenant. Au départ, c'était une double habitation privée et dans laquelle s'est installé tout au début du XXe siècle un atelier de sabotier. Vers les débuts des années 90, la commune avait l'intention de l'abattre parce que elle était en très mauvais état et elle ne savait plus trop que faire. Et le comité des fêtes communales du Petit Courcelles, qui recherchait un local, a proposé de pouvoir l'utiliser, ce qui nous a été accordé. Un autre de mes coups de cœur, c'est l'hôtel de ville que vous voyez derrière moi, qui a été construit en 1907 dans le style néo-gothique qu'on aimait bien à l'époque, par les architectes Simon et Brigode, qui étaient un peu des spécialistes des bâtiments publics à cette époque-là. Vous pourrez remarquer, il est décoré au-dessus des fenêtres de ce graphite, qui sont admirablement bien conservés parce que c'est un truc de décoration qui ne tient pas bien le coup. Ici, c'est vraiment une belle réalisation. Alors, l'hôtel de ville a été bâti en arrière avec la volonté de faire une petite esplanade devant, mais aussi pour une deuxième raison, c'est qu'il y avait ici une maison qui était la maison du propriétaire du terrain auquel la commune a racheté le banc. Et la maison a servi d'hôtel de ville disons de secours en attendant que les travaux soient terminés. Mais je crois que de toute façon, l'idée était puisqu'on avait beaucoup d'espace, l'idée était de le faire à l'arrière. Le magnifique château de Trasny, aux origines anciennes, incarne l'élégance et le charme d'une époque révolue. À travers ses imposantes tours, ses élégantes façades et ses jardins soignés, le château de Trasny témoigne de l'histoire et du raffinement qui ont marqué cette région. Depuis des siècles, il a été le témoin privilégié de grandes familles aristocratiques et de moments clés de l'histoire. Ce lieu enchanteur invite à un voyage dans le temps. Notre guide nous attend. Bonjour Roger Brunet. Monsieur Balanton, bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer ici au pied de ce bel édifice de Trasny, évidemment le château que vous connaissez bien, hein, puisque je pense que déjà tout petit, vous veniez ici dans l'enceinte. Hein. Oui, c'était déjà quand j'étais petit, je suis venu ici dans le château, et en fait je suis venu par hasard au château, je suis venu avec les Américains en 1944. Alors vous êtes passionné d'histoire, vous avez écrit plusieurs livres, 6 je pense, dont 5 parlent de ce château de Trasny. Vous avez été aussi membre de cette ASBL Les Amis du Château, donc c'est vrai que vous le connaissez de fond en comble, on peut dire. Hein. Oui, de fond en comble si vous voulez, oui, c'est vrai, je connais parfaitement l'histoire du château. Ce qui est incontournable ici au château de Trasny, ce sont les caves. Il ne faut pas oublier que les caves romanes, sont les caves les plus vieilles de Belgique au point de vue civil. Ne l'oublions pas. Il y a certaines caves ecclésiastiques qui sont beaucoup plus anciennes, comme l'abbaye de Lop, par exemple, mais on ne se visite pas. Il y a des salles à l'intérieur aussi qui sont remarquables. Hein. Oui, oh oui, il y a la salle du blason, entre parenthèses, avec le blason, mais ça c'est toute une histoire. Puis, moi personnellement, celle que j'aime le mieux, c'est la salle de chevalier. J'ai écrit d'ailleurs un ouvrage sur la salle de chevalier, qui est remarquable, entre parenthèses. Et bien sûr, les tâches avec tous les meubles que François Dubois avait légués parce qu'il n'avait pas d'héritier et il s'était marié très tard. Et il a été marié 1 an et demi. Mais il avait fait un testament et tout est revenu ici au château. Il avait fait des fondations également et c'est comme ça que ça a démarré. Bon, et je me suis encore plus intéressé au château et alors j'ai commencé à écrire. Il y a une des tours de ce château qui a nécessité une consolidation, hein. Expliquez-nous. Oui, par exemple la tour de l'Ouest, la tour qui jouxtait le Béart. C'est-à-dire qu'il y avait une aire ancienne que Béart avait fait et celle-ci s'est écroulée suite au dégât de charbonnage. Et la tour, l'île Béart poussait sur la tour. Ce qui fait qu'il avait une déviation, je crois que c'est de presque 1 mètre.
Dans les grands travaux qui ont été effectués, disons tout de suite après la guerre, il y a eu notamment cette magnifique tour qui a été redressée parce qu'elle menaçait aussi de s'écrouler, et par tout un système, on a établi une dalle en béton avec des reins hydrauliques, on a redressé cette tour maintenant qui est tout à fait stabilisée. Et la tour de l'horloge que de nombreux habitants de Trasny nous demandent toujours de restaurer a dû être à ce moment-là ramenée à un niveau plus bas, mais au moins le châtelet a été maintenu. Pour financer l'entretien et la restauration des bâtiments, la SBL a pour seule ressource la location d'une partie du château à un restaurateur. La SBL ne reçoit aucun subside de fonctionnement et qui plus est assujettie à l'impôt des personnes morales. C'est dire que sans l'amour du passé dont témoignent tous les bénévoles de la SBL, rien n'aurait pu être entrepris pour sauver ce château. On se retrouve à l'intérieur de ce château de Trasny avec vous, Jean-Claude Derzel. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors vous êtes président de la SBL des Amis du château de Trasny. On l'a vu dans les archives aussi. C'est un château qui a eu beaucoup de phases assez différentes, parfois plus compliquées. Mais aujourd'hui, cette SBL est toujours bien présente pour le faire vivre. Alors qu'en est-il du présent? Qu'est-ce qui se passe ici au château? Bon, il faut savoir que la SBL est propriétaire du château. Et ça, c'est assez rare. Généralement, les châteaux appartiennent encore à des familles privées, à des sociétés commerciales ou à des provinces, communes ou la région wallonne. Ici, non, c'est l'SBL qui est propriétaire du château. L'avantage, c'est qu'évidemment, on est indépendant, mais le désavantage, c'est que nous devons financer en grande partie nous-mêmes, que ce soit les travaux ou l'entretien, qui est énorme. Oui, donc il faut organiser des événements. Il faut organiser des événements. Alors, on pourrait se demander à quoi ça sert un château aujourd'hui. Bien, ça sert à beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est un lieu d'histoire. Donc c'est important que les gens connaissent l'histoire aussi par les monuments qui subsistent. Enfin, le château est évidemment classé. Et donc on organise des visites guidées, des conférences pour faire découvrir ce patrimoine qu'on doit respecter à la population. Mais à côté de ça, on veut que ce soit un lieu de vie, de rencontre pour toute la communauté. Donc nous avons lancé il y a quelques années le projet de créer un jardin médiéval qui est situé dans le parc, près de la tour ouest. Et justement parce qu'on veut à partir de là montrer aux gens comment on vivait au Moyen-Âge avec les légumes qu'il y avait à l'époque, un verger, peut-être un poulailler. Donc tout ça, on veut le créer dans le parc et l'ouvrir au public pour que les gens aient un lieu de rencontre et de promenade dans ce jardin. Et puis encore des projets, parce que là on parle du présent, mais il y a aussi des choses à venir, comme l'accueil d'enfants ici. La volonté, c'est vraiment d'en faire un lieu de vie. Oui, parce que nous avons une petite aide qui est allouée, des bureaux qui sont alloués, des espaces qui sont alloués, et nous avons décidé d'accorder cette location à une école. Parce que justement, nous trouvons que ça rentre bien aussi dans le projet d'avoir des enfants ici qui puissent venir profiter de l'environnement du château, du parc, etc. Et suivre leur scolarité dans un monument historique. Pour nous, c'est vraiment très très attirant et exceptionnel. Et ça, on est très attaché à ça, cette ouverture. Nous ne faisons pas, nous cherchons de l'argent, nous en avons toujours besoin. C'est pour ça que nous louons nos salles, pour des mariages, des événements familiaux, etc. Mais le but aussi, allez, à quelques euros près, nous préférerons toujours un projet qui soit ouvert vers l'éducation ou la culture qu'un projet strictement commercial. D'un point de vue plus personnel, Jean-Claude Derzel, quel est vraiment l'élément qui fait que ce château est votre coup de cœur? L'accueil qui est réservé par les administrateurs et par la SBL, où nous accueillons, moi j'ai été très bien accueilli. L'idée, c'est que vraiment des bénévoles, parce que nous sommes tous bénévoles, sont associés autour d'un projet passionnant, quoi. Et c'est une ouverture vers l'histoire, vers la culture, on rencontre des conférenciers, c'est permanent. Et donc j'invite vraiment les gens à fréquenter le château et même à se manifester pour en être membre et pour être bénévole par exemple. On a créé les compagnons du jardin de la Tour, le jardin médiéval, justement pour créer une petite communauté autour du parc. Et nous faisons ça pour toutes les activités. Oui, on le voit, Jean-Claude Derzel, ce château vit bien actuellement. Et comment vous vous projetez par rapport à cette vie du château de Trasny dans les années futures? Oui, moi pas très longtemps évidemment, mais il y a un philosophe qui a dit, M. Joubert,
les lieux meurent comme les hommes, quoi qu'ils paraissent subsister. Donc ce château, il disparaîtra un jour. Mais je pense qu'il est encore là pour quelques centaines d'années. Et ce que j'espère, c'est que ce château restera ouvert au public et permettant un lieu de rencontre, de conférences, de festivals, etc., indépendant et autonome. Voilà, c'est mon souhait. Je pense qu'on y arrivera. Nos successeurs y arriveront certainement aussi. Notre exploration de Courcelles touche à sa fin. Nous avons découvert une ville riche en histoire où le patrimoine côtoie la modernité. Courcelles, c'est aussi une communauté chaleureuse et accueillante où l'art et la culture sont célébrés à chaque occasion. Nous espérons que cette immersion dans ces quelques endroits pittoresques vous a permis de ressentir l'authenticité de cette commune attachante.